huitième de finale de la Ligue Europa. Ça fait un mois maintenant qu'on le sait et on attend ce moment depuis un bon moment, c'est-à-dire le jour et l'heure du tirage au sort pour connaître notre adversaire en huitième de finale. Depuis un mois, on savait que ce serait soit le Celta Vigo, soit Lille, soit le PAOK Salonique, soit l'Étoile Rouge de Belgrade. Et bien depuis hier soir, on sait qu'on n'a que deux choix possibles. Ce sera soit Lille, mais on les connaît bien. Alors on préférerait que ce soit l'autre choix, les Espagnols du Celta Vigo. Pour nous accompagner durant toute cette heure quasiment. Allez, une grosse demi-heure, une petite heure, on verra. Mickaël Mouton est avec nous. Salut Mickaël. Salut Gaël, bonjour à toutes et à tous. Et puis ravi de se retrouver pour ce tirage au sort. Maintenant, voilà, ça se joue entre deux équipes. Évidemment, comme tu l'as dit, on espérerait avoir un déplacement du côté de l'Espagne parce que Lille, on les connaît, on les a déjà battus 3 fois cette saison. Donc, Et puis surtout toi qui fait tous les déplacements pour OL Play. C'est toi notre homme de terrain à l'extérieur en Ligue Europa. Donc je sais que tu as plutôt envie d'aller. Alors pour donner tout de suite une indication géographique, Vigo, c'est juste au-dessus, juste au nord du Portugal, sur la côte atlantique. Voilà, l'Espagne, hop, ça redescend un peu et après il y a le Portugal. Et bien c'est juste là. C'est vraiment à quelques kilomètres de la frontière portugaise, donc c'est assez facile d'accès et surtout c'est quand même une région assez sympa. Tiens, rappelle-toi ce qu'on a fait les dernières années en huitième de finale de Coupe d'Europe. Alors parfois c'était en Ligue des Champions, parfois c'était en Ligue Europa, mais parfois on est allé pas très loin de Vigo, notamment en 2022 quand on est allé à Porto, parce que Porto-Vigo c'est vraiment à côté. L'année dernière, vous le savez, on avait joué contre Bucarest, le FCSB, on s'était qualifié. En 2022 contre Porto, on s'était qualifié. En 2020, contre la Juve, en Ligue des Champions, on s'était qualifié. Donc on reste quand même sur 3 qualifications consécutives pour les quarts de finale de Coupe d'Europe. En 2019, on s'était fait éliminer par Barcelone. En 2018, on s'était fait éliminer par le CSKA à Moscou. C'était une grosse surprise. En plus, on avait gagné à Moscou au match aller. Et puis en 2017, on se souvient de ce huitième de finale incroyable contre la Roma en Ligue Europa, ce qui nous avait conduit jusqu'à cette demi-finale contre l'Ajax, après avoir éliminé aussi Beşiktaş en quart de finale. Mickaël, je sais qu'hier, tu as regardé les deux matchs. Tu as regardé Lille à Belgrade et tu as regardé Vigo à Salonique, contre Salonique, contre le PAOK. Et franchement, j'ai regardé aussi. On peut vraiment dire que les deux équipes qui se sont qualifiées, c'est les deux équipes qui étaient au-dessus. Hein. Franchement. Ouais, qui ont mérité, même si Lille au match aller avait eu beaucoup de mal et s'était incliné 1-0 à domicile. Mais c'est vrai que hier, on pouvait s'attendre à un match plus compliqué du côté de Belgrade pour les Lillois, mais ils ont tenu la dragée haute en remportant la rencontre 1-0 et en allant en prolongation, où ils ont réussi à marquer par l'intermédiaire d'Engoy et se sont donc qualifiés 2-0 en évitant la séance de tir au but. C'était pas une rencontre simple parce que voilà, ils étaient à l'extérieur dans un stade qui est d'habitude chaud bouillant et que j'ai trouvé un petit peu terne hier soir. En tout cas, voilà, les Lillois qualifiés et on voulait honnêtement éviter les Lillois au tirage au sort. Alors c'est bien pour le coefficient UEFA et pour la France qu'un club français se qualifie. Maintenant, si on peut les éviter en huitième de finale, ce serait une bonne chose parce qu'on les a déjà eus en Coupe de France, 2 fois en championnat. Bon, on a envie de découvrir des nouvelles équipes. Et puis, si les deux équipes... Même si on les a battus à chaque fois, mais bon... Oui. Mais en plus de ça, si jamais Lille ne tombe pas sur nous, il tomberait contre Aston Villa, qui est l'autre gros favori avec nous, selon moi, de cette Ligue Europa. Donc ça pourrait permettre aux deux clubs français d'être dans chacune une partie du tableau et pourquoi pas aller plus loin et remporter des points pour la France au coefficient UEFA. Alors dans une dizaine de minutes maintenant, on connaîtra notre adversaire. Ce que je vous propose, c'est déjà de regarder notre calendrier du mois de mars et vous allez voir, ça va être du costaud jusqu'à la trêve. On va donc aller à Marseille dimanche. Vous le savez, on recevra Lens jeudi en Coupe de France en quart de finale, puis la réception du Paris FC en championnat. Et ensuite, on ira soit à Lille, soit au Celta Vigo. 3 jours après, on ira au Havre. Et puis la dernière semaine avant la trêve internationale, on recevra Lille ou le Celta Vigo en huitième de finale, retour au Groupama Stadium et on terminera par la réception de Monaco, ce qui peut être presque considéré comme un match européen. Monaco vient de se faire sortir en barrage de la Ligue des Champions par le Paris Saint-Germain. Donc on va avoir un mois de mars très costaud entre Marseille et Monaco avec Lens, avec les deux huitièmes de finale, 2 matchs de huitième de finale. Bref, c'est un mois de mars qui est vraiment excitant. Depuis le début de la saison, on attend ces moments-là, Mickaël, finalement.
Ah, c'est vrai que là, hier soir, on était devant la télé, on regardait les adversaires potentiels, mais on ne jouait pas. Donc, on avait hâte d'en découdre et de rentrer dans ces mois-là où, ça y est, on va encore enchaîner tous les 3 jours. Il va falloir être prêt parce que ça va aller vite. Et puis, il y aura de très, très gros adversaires en commençant par Marseille puis Lens. Donc, on a un calendrier effectivement très chargé. Si on ne vous parle pas encore du tirage au sort, c'est que vous inquiétez pas, on a un œil dessus et c'est que ça n'a pas encore tout à fait commencé. Mais évidemment, c'est la priorité. Dès qu'on a les affiches, on basculera du côté de Nyon, en Suisse, où se trouve le siège de l'UEFA et donc le lieu du tirage au sort qui va commencer dans quelques minutes. Mickaël, ce que je te propose, c'est de faire quand même un petit récap du calendrier de l'OL en Ligue Europa. Pendant ce temps, si vous avez une préférence entre Lille et le Celta Vigo, n'hésitez pas sur le chat, pour ceux qui nous regardent notamment sur YouTube, n'hésitez pas à nous donner vos préférences. Si vous avez des questions aussi, pas de souci, on est là pour y répondre. En attendant, regardez, on se fait un petit récap de notre calendrier depuis le début de la saison. Hormis la défaite à Séville, c'est quasiment du parfait, de la perfection, Mickaël. Alors contre le PAOK, c'est 4-2, pas 4-0, mais sinon, on a gagné beaucoup de matchs, 7 sur 8 possibles, et puis surtout beaucoup avec des clean sheets. Oui, on a fait du bon boulot. Alors ça a été parfois compliqué avec des victoires 1-0, notamment lors de la première journée sur le terrain d'Utrecht. Mais on a globalement fait un très beau parcours. À mon avis, on aurait même pu faire le 8 sur 8 si on se rappelle du match à Séville où on avait fait un petit peu tourner parce que derrière on jouait le Paris Saint-Germain. On avait volontairement mis un peu plus de jeunes, fait tourner l'effectif. Et puis c'était une belle équipe de Séville aussi à l'extérieur. Mais c'est vrai qu'on a fait un beau parcours avec des belles victoires à domicile, invaincus à domicile. Donc voilà, on a tenu notre rang finalement en terminant aussi premier de cette phase de groupe. Ça, personne ne pourra nous l'enlever et ça nous donne un avantage pour la suite. Donc voilà, pour l'instant, tout est parfait et on attend de voir ces huitièmes de finale et de continuer l'aventure. Ça nous fait la transition puisque tu nous parlais du classement et du fait qu'on ait terminé premier de cette phase de groupe. Regarde, ça nous permettra aussi de voir où étaient Lille et Vigo, nos deux adversaires potentiels. Donc ça, c'est nous d'abord, 21 points. Sur 24 possibles, avec 7 victoires, on l'a dit, et une seule défaite, 18 buts marqués, 5 encaissés. Bref, c'est une phase de groupe quasiment parfaite pour les Lyonnais. Et regarde, Lille avait terminé 18e et le Celta Vigo 16e. Donc c'est finalement deux équipes, voilà, 13 points pour les Espagnols, 12 pour Lille. Deux équipes qui, à la fin de cette phase de groupe, étaient quasiment au coude à coude, quoi. Oui, c'est des équipes qui globalement ont fait un 50-50, ils ont gagné la moitié de leur match et perdu l'autre moitié quasiment. Quand on regarde les résultats, de toute façon, on pouvait tomber entre les clubs qui étaient entre la 16e et la 18e place, ce qui nous protège plus ou moins parce qu'on n'affronte pas des équipes comme Aston Villa, comme Fenerbahçe, Nottingham Forest, etc. Mais bon, ça reste des équipes solides, hein, le Celta Vigo comme Lille, donc maintenant, il va falloir réussir à faire le travail. Ce que je te propose, Mickaël, c'est qu'on a regardé tout à l'heure le tirage au sort de la Ligue des Champions qui a eu lieu à midi. Globalement, on avait les premières affiches aux alentours de midi et quart, entre midi et quart et midi 20. Ça veut dire que là, normalement, d'ici 6-7 minutes, on devrait commencer à avoir les premières affiches. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne 3 minutes pour chacun de nos deux adversaires potentiels, pour mieux vous les présenter, pour que vous sachiez encore mieux, au moment où on va avoir le tirage au sort, eh bien, quel sera notre adversaire. On va commencer par Vigo, certainement l'adversaire qu'on connaît le moins, nous en tant que Français par rapport à Lille, en commençant à regarder par cette fiche qu'on nous a préparée, le Celta Vigo qui pour l'instant fait une saison, j'allais dire correcte. Ouais, plus que correct, même parce que, en tout cas en Liga, on sait que le niveau est plutôt relevé. Il y a de très bonnes équipes et pour l'instant, ils sont 6e de Liga après 25 journées avec 37 points. Ils ont 9 victoires, 10 nuls et 6 défaites. Donc c'est une équipe qui a quand même beaucoup de matchs nuls, mais qui ne perd pas souvent beaucoup, parce que voilà, sur les 25 journées… Autant de défaites en Liga que nous en Ligue 1. 6. Effectivement. Par contre, on a plus de victoires en Ligue 1 qu'en Liga, oui, c'est ça. C'est une équipe qui marque pas mal de buts, 34 buts marqués pour 27
7 buts encaissés. Et puis des équipes une équipe qui est capable, par exemple, de battre le Real Madrid, victoire 2-0 à Madrid. Donc voilà, c'est une équipe qui est solide en Liga, mais qui est capable aussi en Coupe de se faire éliminer face à une deuxième division. Donc voilà, c'est irrégulière un petit peu. C'est un petit peu irrégulier, mais en tout cas, ça reste une équipe avec des belles forces en présence. On vous met la compo, l'équipe type, même si évidemment ça peut toujours changer d'un match à l'autre ou selon les compétitions, selon les états de forme. Mais globalement, il y a des joueurs qui sont quand même assez connus. Je pense à Marcos Alonso, le défenseur central, l'ancien de Chelsea. Je pense évidemment à Borja Iglesias qui joue au Betis Séville, qui était le compère de Nabil Fekir à Séville. Et je pense à Oscar Mingueza qui a joué au Barça et évidemment la légende là-bas de Vigo. C'est un peu l'Alexandre Lacazette de Vigo, c'est Iago Aspas. Ouais, ils ont sur le papier un 11 qui a voyagé, qui a joué dans des grands clubs Moriba européens. aussi formé au Barça. Même si on prend par exemple Radu, le gardien qui a longtemps été à l'Inter Milan. Donc il y a des beaux joueurs, mais il y a surtout des joueurs avec beaucoup d'expérience. Quand on regarde Iglesias, 33 ans, Iago Aspas, 38 ans. Et c'est des joueurs qui sont encore en pleine forme parce que, juste pour vous dire, Borja Iglesias, cette saison, c'est 14 buts, toutes compétitions confondues, 3 passes décisives. Lui qui est passé par le Betis Séville ou encore Leverkusen, 5 sélections avec l'équipe d'Espagne. Iago Aspas, lui, 38 ans, 7 buts, 6 passes décisives, qui est passé notamment par Séville ou par Liverpool. Et 20 sélections avec l'équipe d'Espagne, 6 buts. Donc voilà, c'est des joueurs qui ont quand même de belles références. Et puis il y a des jeunes joueurs comme Svedberg qui a marqué hier l'unique but de la rencontre face au PAOK, qui est un joueur très percutant sur le côté. Donc il va falloir se méfier si on tombe contre les Espagnols. Mickaël, j'ai l'impression que le tirage au sort ne va pas trop tarder maintenant à commencer. Si on n'a pas le temps de faire Lille, c'est pas dramatique. J'imagine que Lille, si vous êtes avec nous, c'est que vous suivez beaucoup le football. Donc a priori, vous connaissez très bien cette équipe de Lille. Ce que je vous propose, c'est plutôt de regarder le calendrier du Celta Vigo en Ligue Europa depuis le début de la saison. Parce que ça vous donnera aussi un éclairage intéressant, sachant qu'ils ont déjà joué contre 2 clubs français cette saison, Mickaël, et qu'ils les ont battus tous les 2. Alors ça, c'est leur calendrier au mois de mars. C'est intéressant aussi, laissez-le, parce qu'on peut quand même voir qu'ils auront des matchs difficiles. Si on les joue, le match à Séville, au Betis, entre les 2 confrontations, c'est pas évident. Juste avant, il y a le Real Madrid, donc ça peut être intéressant quand même. Ouais, parce que en étant 6e, il va falloir aller chercher la qualification européenne pour la saison prochaine. Donc le match juste avant, ce sera à domicile, mais face au Real Madrid. Et le match juste après, ce sera face au Betis Séville. 2 équipes qui sont encore européennes, l'une en Ligue des Champions, l'autre en Ligue Europa. Donc ça ne va pas être un calendrier facile pour eux non plus. Et il va falloir qu'ils mettent toutes leurs forces dans la bataille. Donc en espérant qu'ils perdent des plumes, notamment à Madrid, pourquoi pas au match avant, si évidemment on tombe contre le Celta Vigo. Alors est-ce qu'on a le calendrier du Celta Vigo, s'il vous plaît, mais cette fois-ci, depuis le début de la saison, en Ligue Europa. Ça peut être intéressant parce que je le disais, voilà, merci beaucoup pour ce tableau, c'est parfait. Ils ont déjà joué contre Nice et contre Lille et ils ont battu les 2 clubs français. Oui, ils ont battu les 2 clubs français à chaque fois. Alors bon, Nice, on l'a vu. Il y en a beaucoup qui battent Nice en Coupe d'Europe. Je suis d'accord avec toi, Mickaël. Ils ont vécu une phase de Ligue très très compliquée, encore une fois. Mais c'est vrai qu'ils ont réussi à battre Lille 2-1. On peut voir qu'ils ont eu des beaux résultats en ayant battu le Dynamo Zagreb 3-0 du côté de Zagreb. Ils n'ont pas beaucoup de défaites et les seules défaites, c'est face à Bologne, face à Stuttgart, qui sont quand même des grosses équipes européennes. Donc voilà, il va falloir se méfier de cette équipe qui est capable un petit peu de tout, alors que ça vient de commencer. Je crois que ça y est, le tirage au sort vient de commencer. Donc Mickaël, dès qu'on a une première affiche… Genk contre Fribourg. Genk contre Fribourg. Genk qui est passé un peu ric-rac. Ils avaient gagné en barrage 3-1 à Zagreb, au Dynamo. On se disait que c'était réglé. Ils ont trouvé le moyen de perdre chez eux 3-1 et ils ont fini par passer en prolongation. Ils joueront donc contre Fribourg, l'équipe allemande qui s'est qualifiée facilement, qui nous a talonné au classement quasiment lors de toute la première phase. Genk, ça va aller très vite parce qu'il y a déjà la deuxième qui sera un 100% italien entre l'AS Roma et Bologne. AS Roma, Bologne avec, là clairement, la Roma qui sera a priori favorite. Match retour en plus au Stade Olympique. La Roma, ça nous rappelle tellement de beaux souvenirs. Mickaël, évidemment, 2017, la Roma, effectivement, avec ce match de folie, cet aller-retour incroyable. Est-ce que tu as une autre ? Alors, pour l'instant, non, mais Braga. Ce sera Braga contre les Portugais de Braga, qui sont toujours présents en Coupe d'Europe.
Ils vont pas au bout, mais c'est vraiment une équipe qui a beaucoup. Contre Ferencváros. Ferencváros, les Hongrois, bien sûr, de Ferencváros contre Braga. Alors, ce sera peut-être pas l'affiche la plus clinquante de ces huitièmes de finale, mais attention parce que Braga sera favori évidemment. Il y aura ensuite le FC Porto normalement dans l'ordre. Contre qui va jouer Porto, Mickaël ? Bien contre Stuttgart. Là, c'est une grosse affiche de ces huitièmes de finale. Porto-Stuttgart, c'est costaud. Deux équipes qui pourraient aller loin dans la qui ont des ambitions loin, en tout cas. Exactement, parce que c'est deux équipes européennes qui étaient habituées plutôt à la Ligue des Champions ces dernières saisons. Ouais. Donc c'est une grosse affiche. Alors, on va récapituler. Il y a Genk contre Fribourg, la Roma contre Bologne. Exactement. Braga contre Ferencváros et le FC Porto contre Stuttgart pour l'instant. Très bien. Donc là, on a déjà la moitié du tirage au sort. Mais je sais bien, on est pareil. Ce qui nous intéresse, c'est l'autre moitié. C'est-à-dire ce qui va arriver maintenant avec l'Olympique Lyonnais. Alors normalement, on est tiré au sort en dernier. On aura notre affiche en dernier puisqu'on a été premier. Ça, c'est peut-être le privilège. On termine par le meilleur, visiblement, du côté de l'UEFA. Est-ce que tu as l'adversaire du Betis Séville, s'il te plaît ? Ce sera le Panathinaïkos. Bon, a priori, le Betis, là aussi, normalement, est au-dessus sur le papier. Même si c'est jamais évident d'aller en Grèce, il faudra effectivement se méfier au match aller pour les Andalous. Le match suivant, ça doit être Midtjylland, normalement, les Danois. Contre Nottingham Forest. Gros match. Ça sera un très gros match parce que Midtjylland a quand même terminé 3e de la phase de Ligue. Ils ont très longtemps été dans les deux premiers. Oui. Et ils ont fait vraiment un très beau parcours. Bon, alors c'est maintenant. C'est maintenant que tout se joue parce qu'on va avoir le tirage au sort de l'avant-dernier match. Donc on en déduira forcément contre qui on va jouer dans quelques petites secondes. Maintenant, Olympique Lyonnais qui vient d'être tiré à l'instant. Ah, l'OL donc contre... Là, attention, il y a gros suspense, Mickaël. Le Celta Vigo. Le Celta Vigo. Honnêtement, je ne vais pas vous mentir, on est quand même plutôt content. Non pas qu'on ne voulait pas jouer contre Lille, mais pour moi, la Coupe d'Europe, ce sont les voyages, c'est de jouer contre des équipes étrangères. Ce n'est pas du tout sportif, ce que je dis. Attention, je ne me mets pas à la place de Mathieu Louis-Jean ou de Paulo Fonseca, mais c'est plutôt pour la découverte. Un adversaire qu'on n'a jamais affronté en compétition officielle, le Celta Vigo. On en a parlé juste avant le tirage au sort. L'OL ira donc à Balaidos, le stade du Celta Vigo en Galice pour le match aller. Ce sera donc le 12 mars, alors soit à 18h45, soit à 21h. Et Lille va donc affronter Aston Villa. Ce sera quand même un sacré choc pour les Lillois aussi. Mickaël, est-ce que tu peux nous redonner tout le tableau des huitièmes de finale et puis après on développera un peu sur le Celta Vigo ? Oui, parce qu'en plus on peut développer que déjà il y a deux parties de tableau qui se dégagent. Oui. Ça veut dire qu'on sait déjà des équipes qu'on ne pourra pas affronter avant la finale. Est-ce que tu sais déjà contre qui on pourrait jouer si on va en quart finale ? Eh bien voilà, mais c'est magnifique. extraordinaire. Donc si on va en quart finale, on jouera contre le vainqueur de Genk Fribourg. Je vois que tu as des yeux rieurs, Mickaël. Oui, je suis d'accord avec toi. On a évité, sur le papier, on évite la Roma, on évite Porto, on évite Nottingham Forest, on évite a priori ceux qui font figure de gros favoris. Alors, je ne veux pas m'emballer, évidemment, mais on va le dire aussi, parce que c'est une réalité, la moitié de tableau la plus abordable, clairement. Quand on regarde à droite, il y a Aston Villa, il y a Lille, il y a la Roma, il y a Nottingham Forest, il y a Porto, il y a Stuttgart. À gauche, il y a de belles équipes. Il y a le Betis Séville, il y a Braga, il y a Fribourg. Mais honnêtement, c'est plus difficile à droite qu'à gauche, clairement. Quand on regarde les équipes à droite, on a pour moi 4 chocs en vrai quand on regarde toutes les confrontations. Alors que nous, il y a quand même dans notre partie des équipes qui se détachent, le Betis, Braga et Fribourg notamment, qui devraient passer, je pense, assez facilement. On a évité tous les gros, j'ai envie de dire, en tout cas plusieurs grosses équipes. Bon, Aston Villa, on savait déjà que ça allait être dans l'autre côté. Mais voilà, c'est en fait en terminant premier, et là en ayant un petit peu de chance au tirage aussi de tomber du bon côté, on est protégé. C'est une très bonne nouvelle. Et puis bon, si en plus nos amis lillois pouvaient aller un peu plus loin et éliminer Aston Villa, ce serait une belle chose parce que c'est vraiment l'équipe qui est peut-être la mieux armée pour remporter cette coupe. Non, franchement, c'est un tirage, je pense qu'on n'aurait pas pu rêver mieux au vu des deux situations qu'on avait, parce qu'évidemment, nos amis lillois
On est content de ne pas les tirer parce que déjà, on se retrouve chacun d'un côté. Donc, pourquoi pas se retrouver en finale plutôt qu'en huitième de finale. Voilà, pour l'instant, ça va être un beau déplacement du côté de l'Espagne. Commençons déjà par le huitième de finale. J'en vois beaucoup chez vous qui commençaient à vous dire, et je peux vous comprendre, ouais, le tableau est dégagé, on peut aller loin, on peut aller en quart, on peut aller en demi, on peut aller en finale. Oui, c'est notre espoir à tous en tant que supporters de l'OL, mais n'allons pas trop vite non plus. Il y a déjà le 6e du championnat d'Espagne à éliminer. Prenons les choses, les tours les uns après les autres. Je sais que ça fait une formule cliché dans le foot, c'est comme les matchs les uns après les autres. On ne va pas commencer à parler d'une demi-finale alors qu'on n'a pas commencé à jouer le premier match des huitièmes. Mais oui, on ne va pas non plus se cacher derrière notre petit doigt. On l'a dit et on le répète, les gros favoris sont tous de l'autre côté, dans l'autre moitié de tableau. Donc eh bien, l'OL a forcément un coup à jouer dans cette édition 2026 de la Ligue Europa. Mickaël, dans quelques petites minutes maintenant, voire quelques secondes, Paulo Fonseca va venir en conférence de presse et je peux vous dire qu'on l'attend avec impatience parce qu'il va évoquer le tirage au sort qu'on vient de voir ensemble de la Ligue Europa. Il va évoquer également le déplacement à Marseille, donc on aura beaucoup à écouter avec Paulo Fonseca. Ensuite, on essaiera de joindre un supporter du Celta Vigo parce que oui, il y en a en France. Il y a un Français supporter du Celta Vigo, on l'a trouvé hier pour anticiper un petit peu. Il viendra nous parler un petit peu de son équipe. C'est intéressant d'avoir aussi le point de vue de l'adversaire. Et puis, lui, il regarde tous les matchs du Celta depuis 15, 20, 30 ans. Donc, il pourra nous en parler du Celta, des forces et des faiblesses. Et puis, on aura au téléphone également Mathieu Louis-Jean qui nous donnera également son sentiment. Mathieu qui est en ce moment même à Nyon au tirage au sort et qui nous a promis de nous passer un petit coup de fil d'ici la fin de l'émission pour évoquer le tirage au sort. On est encore ensemble pendant un bon moment. Ce que je te propose, Mickaël, peut-être, c'est de revoir la compo du Celta Vigo. Parce que tout à l'heure, vous l'avez peut-être regardé d'un œil en se disant « oui, bon, peut-être que ce sera eux, peut-être que ce sera un autre ». Sauf que maintenant, c'est eux à 100%. Donc, on va remontrer cette compo du Celta Vigo et on va les détailler un petit peu plus, si tu le veux bien, en commençant par le gardien Radu, un gardien pas forcément le plus connu d'Europe, mais qui a déjà un beau parcours. Oui, qui a un beau parcours, qui est passé par l'Inter, qui est passé par la France également, puisqu'il a été du côté d'Auxerre durant une saison. Il est passé par Parme, par le Genoa, il a 28 ans, c'est un gardien international roumain. Donc il a un beau pédigré derrière lui et c'est un gardien qui, en jouant à l'Inter, c'est que c'est pas n'importe qui non plus. Quand l'Inter vient te chercher, a priori, tu sais à peu près jouer au foot. Normalement, ça se passe comme ça. Mais il n'y a pas que lui dans l'effectif, on le voit, la défense centrale, tu citais tout à l'heure Alonso, Starfelt, le Suédois effectivement, qui est un joueur très prometteur. Mingueza à droite, forcément qu'on connaît, passé par le Barça. Carrera, qui est un jeune joueur du Celta Vigo qui a été formé là-bas. Je l'ai trouvé pas mal hier contre le PAOK. Il prend beaucoup son couloir, il a une grosse activité. C'est un joueur plutôt intéressant. Oui, et puis le Celta, hier, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais c'est vrai que c'est une équipe. Bon, alors, ils n'ont pas fait le match de l'année parce que le PAOK en face, c'était pas non plus. Mais sans ça, ils ont maîtrisé. Enfin, je veux dire, à aucun moment, je me suis dit, le PAOK va revenir et va les éliminer. À aucun moment. Ils ont maîtrisé du début à la fin. C'est une équipe espagnole, ça ne sera pas simple à jouer, même sur le papier, je pense qu'on va être légèrement favori. Mais ce n'est pas une équipe qui va être simple à jouer parce que c'est des équipes qui jouent beaucoup avec la possession du ballon, qui prennent leur temps et qui sont très adroits devant le but. Et parfois, ils attaquaient à 5. Je voyais quand il y avait un piston qui montait, tu avais l'autre piston qui montait aussi pour fermer au deuxième poteau et tu avais les 3 attaquants. C'était par moments assez impressionnant. Ils ont vraiment une volonté de se projeter vers l'avant. Le coach, c'est Giraldez, pas très connu. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure avec Damien, le supporter du Celta Vigo qu'on devrait avoir au téléphone. Mais j'aimerais l'interroger sur le coach parce qu'il n'est pas connu, mais on sent qu'il a une vraie volonté de proposer un football très offensif en tout cas. Et tu le disais, ça se traduit par les chiffres parce que c'est une équipe qui marque beaucoup en Liga. Oui, qui marque beaucoup. Et puis, on n'en a pas parlé, mais sur le début de l'année 2026, c'est quand même une équipe qui frappe fort. Ils ont 7 victoires en 12 matchs, dont 5 clean sheets. Donc c'est une équipe qui ne prend pas beaucoup de buts sur le début de l'année 2026. Et à domicile, ils ont une seule défaite en 6 matchs depuis 2026. Donc pour 5 victoires, ils ont un petit peu stoppé leur série de matchs nuls du début de saison. Donc c'est une belle équipe qu'on va affronter avec, comme tu l'as dit, un entraîneur qui n'a que 38 ans, qui est assez peu connu, qui est là depuis mars 2024.
Donc voilà, on a hâte d'en savoir un peu plus. Mais rien à voir avec l'entraîneur de l'équipe féminine. C'est juste que c'est un nom très courant en Galice, parce que lui aussi, il est originaire de Vigo et de la Galice, l'entraîneur d'OL Lyon. Il s'appelle Géraldès aussi, mais par contre, ça n'a rien à voir au niveau familial. Mickaël, ce que je te propose, c'est qu'on regarde, parce que l'OL et le Celta Vigo ne se sont jamais affrontés en match officiel encore. Ce sera une grande première en match officiel, mais regardez, l'OL et le Celta se sont déjà affrontés en match amical. C'était à l'été 2023, effectivement, sous Laurent Blanc. Bon, pour vous rappeler un petit peu le contexte, voilà, c'était exactement le début de saison catastrophique. Alors ça, c'était la fin de la préparation. On va peut-être revoir le but éventuellement, parce que là, c'est allé très très vite. C'était Anthony Lopez qui était sorti, qui avait voulu dégager. C'était revenu sur un attaquant. Voilà. Carles Pérez. Sur Carles. À la 73e minute, et victoire 1-0 du Celta Vigo dans l'avant-dernier match de préparation de la saison 2023-2024, avec donc Laurent Blanc à la tête de l'équipe. Il y avait Mais c'était quand c'était la cata à l'OL. Non, mais ça, c'est la fin de la prépa. Et ensuite, on avait commencé la saison en étant dernier. Puis Laurent Blanc avait été limogé. Puis Fabio Grosso est arrivé. Puis il avait été limogé. Puis Pierre Sage était arrivé. Et puis ça allait mieux. Mais c'était finalement les prémices de cette saison catastrophique. Oui, et puis sur ce match-là, en plus, il y a beaucoup d'internationaux ou de jeunes qui avaient fait leur retour pour ce match, qui étaient rentrés en fin de match, notamment des Loukeba, Cherki, Barcola, etc. à l'époque. Donc bon, c'était un match amical de pré-saison, donc on n'a pas réellement d'opposition face à eux, en tout cas dans d'autres compétitions. Donc voilà, ça sera la première. Il faudra être bon et passer ces huitièmes de finale. Oui, à Balaidos notamment. Alors Alexis Kinougopoulos, qui est en régie, regarde lui tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux du côté espagnol, et il était en train de me dire que les Espagnols du Celta Vigo sont également assez contents de jouer contre l'OL, parce que pour eux c'était soit Aston Villa, soit l'OL. Donc eux se disent qu'a priori il vaut mieux jouer contre l'OL. Bah, écoute, on verra s'ils ont raison ou pas. Ils avaient le choix entre le 3e de Ligue 1 ou le 3e de Première Ligue. C'est ça. Bon, à choisir. Et ils ont finalement eu le 3e de Ligue 1. Alors eux, ce qu'ils imaginent aussi, c'est que ce seront 2 matchs serrés. Et effectivement, j'imagine assez mal qu'il y ait une des deux équipes qui se détache et qui gagne largement, même si on sera encore une fois favori sur le papier, d'abord parce qu'on a terminé premier de la phase de groupe alors qu'ils ont terminé 16e, et ensuite parce qu'on est 3e du championnat alors qu'ils sont 6e en Espagne. Malgré tout, ça reste une belle équipe sur le papier, et on imagine mal qu'il y ait un 3 ou 4-0 dès le match aller, que ce soit d'un côté ou de l'autre d'ailleurs. Oui, ça reste une belle équipe et il faudra se méfier. On a de la jurisprudence des années passées où des fois on était favori sur certains matchs, on n'est pas passé, que ce soit en Coupe de France, que ce soit en Europa League. Il y a toujours des surprises, et c'est des équipes européennes, donc ça reste des équipes d'un certain niveau, et qu'il faudra évidemment se méfier, parce qu'on l'a vu, notre seule défaite en Ligue Europa cette saison, c'est face au Betis Séville, un club espagnol qui est un petit peu de la même trempe cette saison. Donc même si le Betis a peut-être un petit peu plus de force en présence. Après, on y était allé encore une fois avec une équipe très remaniée, parce qu'on était à 3 jours du PSG. Hein. Mais voilà, il faudra voir à ce moment-là si on a encore beaucoup de blessés, si il y a beaucoup de choses. Mais en revenant sur le fait que le Celta Vigo, enfin les supporters en tout cas, sont contents, je pense qu'ils regardent aussi la moitié de tableau, parce que s'ils passent l'OL, derrière, ils ont quand même plus de chances d'aller loin que s'ils étaient dans l'autre moitié avec Aston Villa. Donc effectivement, de leur côté, je serais aussi content du tirage au sort, même si l'OL, ce n'est pas un morceau facile pour eux. On va regarder, Mickaël, si tu veux bien, justement, peut-être ce déplacement de l'OL en Espagne, au Betis Séville, même si c'était effectivement la seule défaite pour l'OL dans cette première phase, mais on avait récupéré tous les résumés, tous les buts de cette première phase. Et là, c'était le match au Betis où on avait été globalement dominé, même si, encore une fois, je le répète, mais l'équipe était quand même renouvelée. Oui, on avait fait jouer beaucoup de jeunes joueurs, notamment avec la titularisation d'Enzo Molébé côté gauche. On le voit, il y avait Mathis de Carvalho, il y avait beaucoup de jeunes joueurs. Et puis, on avait été pris aussi par une équipe avec des grosses forces, notamment Anthony sur le côté droit, dont on a vu l'occasion. Et puis on avait fait des erreurs, on le voit là avec
ce trou dans la défense et l'appel en profondeur qui avait permis le deuxième but des joueurs du Betis Séville. On avait eu quelques occasions, notamment en fin de match avec Khalis Mera, mais malheureusement on avait dû s'incliner, c'est notre seule défaite. Mais voilà, à l'extérieur, dans les ambiances chaudes en Espagne, c'est pas facile. Ça va encore une fois être difficile face au Celta Vigo. Et il va falloir être solide déjà à l'extérieur pour pouvoir et qu'on ait la chance de recevoir au retour dans de bonnes conditions. Mais effectivement, on le voit, on avait eu quelques situations, notamment en fin de match où ça allait mieux. Mais on s'était incliné 2-0. Le coach Paulo Fonseca va arriver dans quelques petites secondes maintenant. On peut peut-être montrer justement… magnifique, il arrive au moment. En fait, il attendait que j'annonce qu'il arrive pour arriver. On va écouter la conf de Paulo Fonseca. On se retrouve tout de suite après les guns. À tout de suite. Bonjour Paulo. Bonjour. On peut déjà vous demander un avis sur le tirage au sort. C'est de Ligue Europa, vous allez jouer Celta Vigo, pas Lille. Est-ce que c'est plutôt une bonne chose pour vous ou qu'est-ce que vous en pensez? On va voir parce que je connais l'équipe de Celta. Et, une très bonne équipe qui joue très bien, qui a beaucoup de joueurs expérimentés. Et cette année, ils ont gagné à Nice et à Lille. É uma equipe forte, qu'est-ce que je peux dire plus? É une équipe d'un championnat différent, mais je pense qu'un adversaire très très fort, qui a beaucoup de qualités individuelles et collectivement. Ça aurait été peut-être quand même malgré tout dommage de jouer Lille, un club français. Dans ce sens-là, c'est peut-être mieux d'avoir un club espagnol. É difícil pour moi, était difficile d'imaginer jouer contre Lille. Parce que si nous jouons contre Lille, sont 5 fois cette année. Je connais la qualité de Lille. É toujours match difficile. Je pense que contre Celta sera aussi un match très difficile. Mais je préfère jouer contre Celta. Coach, au niveau des blessés, qu'est-ce qu'on n'a pas vu Pavel, on n'a pas vu… Ils sont blessés, Pavel et Afonso. Malik continue à faire la récupération. Je pense que le prochain temps, nous pouvons commencer avec Malik, mais maintenant, sont les joueurs qui sont blessés, sont Afonso et Pavel. Ernest aussi. Je pense que ça sera le même temps que Malik. Malik a fait des examens cette semaine parce qu'il avait encore mal. Un petit peu. Qu'est-ce que ça donne? Et je pense qu'il continue avec un petit douleur, mais je pense qu'il a progressé les derniers jours. J'ai parlé avec les docteurs et il m'a dit qu'ils sont optimistes pour faire retourner Malik dans le terrain le prochaine semaine et peut-être commencer à entraîner avec nous les autres semaines. Pavel Scholes, on a vu qu'il s'était blessé à Strasbourg. Ça a été un peu la grande question cette semaine. Il en a pour longtemps ou est-ce que vous espérez le récupérer assez vite quand même? On va voir. Je pense que pour les prochains 2 matchs, c'est impossible. Comme à France. Avec Marseille, avec Lens, sont joueurs que nous n'avons pas. On va voir après les autres matchs. Donc en fait, tu as ces 4 joueurs offensifs, Ernest, Malik, Pavel, qui j'oublie? Ernest, tu ne les as pas pendant au moins 15 jours. Oui, c'est vrai. Tu ne pourras pas les avoir pour Paris Football Club. Peut-être non, on va voir. On va voir Afonso et Pavel. On va voir.
Je pense que c'est possible, mais je pense aussi que ça sera difficile. Est-ce que c'est un vrai handicap, justement, de ne pas avoir tous ces joueurs devant? Nous sommes comme ça à beaucoup de temps, à avoir des problèmes sur les attaquants. C'est vrai qu'aujourd'hui est plus difficile parce que sont 4 joueurs, et 4 joueurs est difficile de repasser. Nous devons jouer avec les joueurs que nous avons. On a beaucoup de matchs avec quasi la même situation. Nous devons monter l'équipe avec les joueurs que nous avons. Pour l'instant, vous avez bien réussi avec beaucoup d'absents. C'était par exemple Moussa pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez montré que l'équipe était à la fois performante, cohérente, mais offensivement, c'est difficile que ça dure très longtemps parce que tu n'as plus beaucoup de solutions. Tu as moins de profondeur, moins de vitesse, moins de joueurs qui font des différences quand il y a un bloc bas devant vous. Est-ce que si ça dure, ça peut être préoccupant pour vos performances? Oui, c'est vrai, je suis d'accord. C'est plus difficile de replacer 7 joueurs attaquants. Je pense qu'il est plus facile pour replacer des joueurs défensifs. Et naturellement, est préoccupant. Nous n'avons pas beaucoup de solutions. Nous sommes à étudier qu'est-ce que nous pouvons faire avec les joueurs que nous avons, mais c'est difficile quand il manque des joueurs qui sont importants offensivement, qui portent l'équipe sur le terrain à être prochain de la surface adversaire, manque de joueurs qui sont forts défensivement, manque de joueurs qui sont forts à la profondeur. Je pense que le dernier match a manqué un peu cette question de profondeur. C'est difficile, mais nous devons trouver des solutions à ce moment. Ça peut être un petit peu l'heure de Yaremchuk ce dimanche, justement. Peut-être. La vérité est que nous n'avons pas beaucoup de solutions. J'ai pensé de préparer Roman pour être plus près pour le match de Lens, mais avec ce problème, nous devons anticiper l'utilisation de Roman et peut-être un joueur pour commencer à Marseille. Qu'est-ce qu'il doit, pour être au niveau, qu'est-ce qu'il doit faire en plus? C'est quoi? C'est une histoire physique, Roman? Physique, technique. Je pense que Roman est vraiment fort techniquement aussi. Il est un moment qui a besoin de connaître l'intention de l'équipe et de notre joueur. Mais je pense qu'un joueur très intéressant, un joueur dans la surface qui est très fort, et un joueur physiquement fort aussi, et un joueur techniquement fort. Un joueur qui peut appeler à la profondeur aussi. Et vraiment un attaquant. Qu'est-ce que je peux dire plus? Paolo, pour revenir au match, au choc de dimanche, parce que c'est un choc, est-ce que vous considérez que la 3e place, vous jouez une place sur le podium là cette fois? Le prochain match? Oui. Vu les points et l'écart de points entre les nous deux avons, clubs. Nous avons 5 points en ce moment. Ce n'est pas un avantage confortable, mais un avantage. Quand finit le match, nous savons que nous serons le 3e. Nous continuons à être le 3e. Je pense que est positif. Mais en ce moment, est difficile de penser qu'est-ce que nous pouvons être à la fin de le championnat. Nous avons beaucoup de bonnes équipes. Nous avons le 4e et Marseille.
Marseille, comme nous pouvons penser maintenant à le troisième, nous savons que Marseille veut être troisième ou deuxième, nous savons. Et c'est pourquoi nous ne devons pas mettre cette pression dans l'équipe. La pression est le prochain match. Comme j'ai dit toujours ici, est le prochain match. Si nous avons de pression, nous avons, comme nous avons tout le match, comme Marseille aura pression, parce que Marseille sait que s'il ne gagne pas son plus points, la pression en ce moment est grande pour toutes les équipes. Pour toutes les équipes. Justement, dimanche, il va falloir garder ses nerfs, faire attention, justement, être bien concentré, garder ses nerfs, parce que Marseille a envie de gagner forcément, de se relancer face à son public. Oui, c'est toujours difficile là. C'est toujours difficile. C'est toujours difficile de jouer contre une équipe comme Marseille qui a beaucoup de qualité. Regarde les joueurs qui ont arrivé cette année. Vraiment une équipe forte qui n'était pas un bon moment, mais maintenant on commence avec le nouveau entraîneur. Et le premier match avec l'entraîneur qui est arrivé maintenant est un match qu'ils ont besoin de gagner. Et ça sera pour toutes les raisons un match très, très difficile. Nous savons. Mais nous sommes prêts. Nous ne pouvons pas être dramatiques en cet moment parce qu'on a perdu avec Strasbourg et parce que nous avons maintenant Marseille. Était difficile. Je dois confesser, était difficile pour nous imaginer qu'en ce moment, nous allons jouer contre Marseille et nous sommes le troisième, avec plus de 5 points que Marseille. En ce moment, nous devons être tranquilles, équilibrés et être la même équipe qu'on a été jusqu'à maintenant. Comment tu gères psychologiquement ton équipe après avoir fait une série de 13 victoires et bon, ça pouvait arriver n'importe quand, mais c'est arrivé à Strasbourg, vous avez perdu. Comment tu remobilises? Est-ce qu'il peut y avoir une petite cassure logique comme en tous les moments. Quand l'équipe est bien, nous devons reconnaître qu'est-ce qu'on a fait bien, mais qu'est-ce que nous pouvons améliorer. Et le dernier match, j'ai fait le même qu'a fait l'autre match. Parler avec l'équipe parce que était beaucoup de choses que n'aimait pas. Et j'ai parlé avec les joueurs. Qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire le prochain match. Et on a fait le dernier match. Qu'est-ce qu'il faut retrouver comme valeur que vous n'avez pas eu à Strasbourg? Qu'est-ce que tu te demandes de nouveau à tes joueurs? Agressivité, intensité. Je pense que quelqu'un a manqué sur notre équipe, défensivement et offensivement, mais plus défensivement. Je pense que Strasbourg était plus agressif que nous. C'est difficile de gagner des matchs contre cette équipe qui sont les plus fortes. Ça manque agressivité, intensité. Je pense que c'était le principal. À Strasbourg, c'est vrai que vous avez eu peut-être un peu plus de mal que d'habitude pour relancer les ballons de derrière. C'est lié aussi à l'agressivité supérieure de Strasbourg? Je pense qu'au contraire jusqu'à maintenant, nous étions toujours une équipe équilibrée et je pense que à Strasbourg a manqué aussi de cet équilibre mental parce que on a essayé
de commencer à jouer. Et je pense qu'il était facile de comprendre l'intention de pression de Strasbourg. Et nous continuons à faire les mêmes choses. Et je pense qu'on a perdu le ballon 2-3 fois. Et je pense que l'équipe a manqué un peu de cet équilibre pour comprendre la situation et changer qu'est-ce que nous pouvons changer, qu'est-ce que nous avons préparé pour changer ce moment. Et après, Strasbourg a récupéré le ballon dans la pression et après, il gagne de motivation et nous perdent d'équilibre pour continuer à jouer. Je pense que l'équipe a commencé à jouer seulement après le premier but de Strasbourg. Est-ce que tu avais vu dans la semaine de préparation, il y avait un match par semaine, des signes que ça pouvait être déséquilibré sur Strasbourg, peut-être avec une forme de fatigue psychologique avec toute cette victoire, toute cette bonne période, ou pas du tout? Des signes? Non, on a fait qu'est-ce que nous devons faire en semaine normale. Nous analysons les derniers matchs, nous analysons les prochains matchs et nous travaillons pour améliorer qu'est-ce que nous pouvons améliorer. Je veux dire, est-ce que tu avais vu avant d'aller à Strasbourg des petits manques, des petites situations qui fait que ça pouvait arriver? Non. Les semaines dernières, on a travaillé très, très bien. Je n'avais pas rien de signal de que nous pouvons être cette équipe à Strasbourg. Rien. Est-ce que à Marseille, ça peut être encore un peu plus fort dans l'intensité, enfin, l'adversaire en tout cas, parce qu'on sait qu'ils sont un petit peu remontés en ce moment, ils ont besoin de gagner, ils savent qu'ils ont besoin de gagner ce match-là. Est-ce que l'intensité peut être encore un peu plus forte? Oui, nous savons. Nous savons que ce sera un match avec beaucoup d'intensité, avec beaucoup d'agressivité. Et je dois dire que c'était des questions qu'on a travaillé beaucoup aussi cette semaine. D'agressivité, d'intensité, principalement défensivement. On a travaillé parce que nous attendons un match avec beaucoup d'intensité. Est-ce que justement cette agressivité, cette intensité, vous en avez parlé aux joueurs, notamment avec Hendrik, qui est jeune et qui a pris un carton rouge à Nantes? Est-ce qu'il faut faire attention à lui? Il sait qu'il va être impacté? Oui, j'ai parlé avec tous les joueurs, et particulièrement avec Hendrik. Et vous lui avez dit quoi? Reste pour moi et pour Hendrik. Corentin Tolisso disait qu'il avait sans doute appris un petit peu du match à Nantes avec cette expulsion, qu'il a peut-être un peu plus d'expérience aussi maintenant de ce qui peut l'attendre. Excuse-moi. Je disais que Corentin tout à l'heure disait... Il a parlé d'Hendrik. Oui, voilà, en disant qu'il avait un peu appris avec son expulsion à Nantes. Oui. Et que ça allait lui servir pour la suite. Oui, je pense que oui. Il est un joueur qui écoute, il est un joueur qui veut progresser. Je pense qu'il a compris comment est important être équilibré et faire une gestion de cette situation différente. Gérer ses émotions, c'est ça que tu veux dire? Gérer ses émotions, ne pas s'énerver. Oui, quand tu es provoqué, oui. garder son calme et rester lucide. Je pense qu'il a fait de cette question, gérer la tête, l'émotion, je pense qu'il a fait bien à Strasbourg. Un an après votre arrivée à Lyon, c'était contre Marseille. Un an après, comment vous sentez le Très bien. de revenir à Marseille? Très bien. Je suis très content. C'était difficile un
une année. J'arrivais ici, j'avais 2 jours pour jouer contre Marseille. Et après une année, je suis très content parce que c'était difficile quand je suis arrivé ici. Aujourd'hui, être 3e, être en cette position est totalement différent. A passé beaucoup de choses, c'est vrai, mais je suis très content. Vous pouvez nous parler un petit peu de votre capitaine, Corentin Tolisso. On l'a vu ici, on le connaît évidemment depuis longtemps ici à Lyon, mais on sent une vraie plénitude, beaucoup de personnalité. Quel capitaine il est, à quel point il compte pour vous, au-delà du joueur, je parle vraiment de l'homme et du capitaine. Pour moi, c'est un joueur très important. Le leadership de Coco est incroyable. Un exemple, un joueur très concentré, un joueur avec beaucoup d'ambition. J'aimais beaucoup avant d'arriver ici Coco, mais je dois dire qu'aujourd'hui j'aime beaucoup parce que je travaille avec Coco toujours et je peux voir toujours comme elle est un grand professionnel. Après, je pense que il a une année avec moi, il est un joueur incroyable qui a une performance incroyable, un joueur très important pour nous. Tu comprends qu'il ne soit pas appelé en équipe de France? Je respecte toutes les options de Deschamps. Mais si je suis en position de Deschamps, je n'ai pas de doute. Et ce n'est pas une façon de presser Deschamps. Je comprends combien c'est difficile de choisir. France a beaucoup de bons joueurs. Je pense que France est aujourd'hui le pays avec les meilleurs joueurs de l'Europe, du monde. Nous pouvons regarder dans les meilleures équipes d'Europe. Nous avons beaucoup de joueurs de France. Et je comprends qu'il est difficile pour Deschamps. Meilleur que Portugal. Je suis portugais, difficile de dire, mais je pense que vous avez plus joueurs avec. Nous avons des joueurs avec, mais le numéro de joueurs que vous pouvez choisir est Profondeur de bande. oui, Le choix. Oui, le choix est incroyable. Donc la France favorite de la Coupe du Monde. Et pour moi, un des favoris. Tu veux mettre la pression, c'est ça? Oui, mais je suis portugais, je dois jouer avec. Non, je pense que France est toujours un des favoris à gagner quelques tournois, aussi comme Portugal. Mais alors, sans mettre de pression à Didier Deschamps, Non. on met la pression de côté. Non. Est-ce que tu comprends qu'il ne soit pas appelé? Qu'il Corentin Tolisso. Je comprends. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu peux accepter par rapport à ta connaissance Non, j'ai accepté, de l'effectif de la France, comme tu l'as tous les jours, par rapport à son niveau? Je pense que je dois accepter, je dois comprendre, parce que, comme j'ai dit, c'est pas facile de choisir. Avec le numéro de joueurs que vous avez, est incroyable. Mais je suis l'entraîneur de Coco. Et comme ça dit en français. Je suis. Pourquoi je connais. Parce que je connais Coco. Tu connais son implication pour y retourner. C'est peut-être pour ça aussi. Tu vois au quotidien son comportement et ce qu'il fait pour essayer d'y retourner. Oui. Tout bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.
C'était très difficile aujourd'hui. Avec la pression. Avec la pression. Au revoir. Au revoir. De retour sur le plateau d'OL Play parce que, Mickaël, ça y est, on a entendu Paulo Fonseca qui évidemment a énormément parlé du match de Marseille. Vous venez de le voir et de l'entendre. Mais il avait commencé aussi sa conférence de presse par, j'allais dire, l'actu la plus chaude, c'est-à-dire l'adversaire de l'OL en 8e de finale de la Ligue Europa, qui sera donc le Celta Vigo. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'en méfie beaucoup de ces Espagnols. Ouais, il a dit que c'était une équipe qu'il connaissait bien, qu'il allait falloir passer ce gros morceau, alors qu'il préférait effectivement jouer Vigo que Lille, parce que bon, comme on l'a expliqué, Lille, on les a déjà joués 3 fois, on les connaît par cœur, et ça aurait été typiquement un match piège. Mais c'est vrai que voilà, il a dit qu'il fallait que ça allait être un gros morceau, qu'il allait devoir étudier cette équipe et qu'il allait devoir passer ce gros morceau. Ça ne va pas être un match facile en tout cas, c'est ce qu'il a déclaré le coach lyonnais. Donc maintenant, il va falloir voir ce que ça donne sur le terrain. Et tu sais ce qu'il va falloir faire surtout, Mickaël ? Se renseigner peut-être sur cette équipe. Oui, par exemple, mais il y a une bonne façon de se renseigner sur cette équipe, c'est d'écouter un certain Mathieu Louis-Jean qui est avec nous en direct au téléphone et on le remercie. Salut Mathieu. Salut Gaël. Merci d'être avec nous. Je sais que tu es à Nyon, au siège de l'UEFA, où tu as assisté au tirage au sort. La première question, elle est assez évidente, Mathieu, mais comment tu réagis à ce tirage au sort ? Bon, je pense, est-ce que tu étais un peu comme tous les supporters ? Est-ce que tu avais plutôt envie d'éviter Lille ou finalement peu t'importer ? Non, clairement, on voulait éviter Lille. C'est vrai qu'à ce niveau de la compétition, jouer un club français, sachant qu'on les avait déjà joués 3 fois cette saison, c'était pas quelque chose qui nous plaisait vraiment. Mais bon, voilà, le Celta, c'est une très très bonne équipe et ça va être un match très, très difficile. Justement, toi qui regardes à peu près 85 matchs par jour, qui connais toutes les équipes et tous les joueurs d'Europe et du monde entier, qu'est-ce que tu peux nous en dire rapidement du Celta, sans forcément entrer dans les détails, mais qu'est-ce que tu peux nous en dire de cette équipe espagnole, Mathieu ? Non, c'est une très bonne équipe qui va ressembler un petit peu à ce qu'a pu faire le Betis contre nous. Ça veut dire une équipe très technique qui va avoir le ballon, avec des joueurs intelligents et capables de vraiment créer par la passe. Donc il va falloir être très fort sur la double confrontation. Maintenant, on a des arguments et on a le match retour au Groupama Stadium qui va être très important. On a vu tout à l'heure avec Mickaël, avant le tirage au sort, que cette équipe de Vigo allait jouer le Real Madrid juste avant le match aller et ira au Betis Séville entre les 2 matchs des 8e. Est-ce que ça peut avoir son importance ? C'est un calendrier difficile quand même. Bien sûr, mais pour nous aussi. On va avoir des matchs qui s'enchaînent. Donc bien sûr, jouer le Real et le Betis pour eux, ça va être compliqué à enchaîner. Mais encore une fois, on va s'occuper déjà de nous et bien préparer cette double confrontation. Mais c'est sûr que c'est une équipe, c'est une très bonne équipe et c'est une équipe expérimentée. Donc voilà. Mais ça, Paolo va bien préparer le match et je suis persuadé qu'on sera prêt pour cette double confrontation. Mathieu, avant de te laisser rentrer à Lyon, parce que je sais qu'il faut que tu rentres très vite, tu as dû voir, comme nous quand même, que la moitié de tableau dans laquelle on se trouve, a priori, semble un peu plus abordable, dans le sens où il y a la Roma, il y a Porto, il y a Nottingham Forest, il y a Aston Villa dans l'autre moitié de tableau. Quel est ton ressenti par rapport à ça ? Oui, comme le fait de ne pas pouvoir jouer Lille, c'est clair que on préfère être dans cette partie de tableau. C'est un petit peu plus ouvert, on va dire, même si c'est la Coupe d'Europe. La compétition repart à 0 à partir de maintenant, malgré qu'on ait terminé premier de la phase de groupe. Mais c'est vrai que de l'autre côté, il y a vraiment des très très grosses équipes. Donc écoutez, encore une fois, on va se concentrer sur nous. On va travailler dur pour passer chaque tour. Mais c'est une nouvelle compétition qui commence. Merci beaucoup Mathieu. Et puis avant de penser au Celta Vigo, on va surtout penser à Marseille dimanche. Merci exactement. Mathieu. Merci beaucoup de nous avoir passé un petit coup de fil. Merci, rentre bien et puis on se voit
très très vite à Dessine au GOLTC cet après-midi, puis à Marseille évidemment dimanche. Mickaël, du coup j'en perds les prénoms. Mickaël, simplement, on va revoir avec toi le calendrier de l'OL du mois de mars, mise à jour avec cette double confrontation contre le Celta Vigo. En régie, s'il vous plaît, merci, vous êtes parfait. Éric Lacroix ainsi que Milan Matenet. Regarde, ça va faire pour nous aussi un mois de mars solide, parce que ça, c'est même pas du 1er au 31 mars, c'est du 1er au 22 mars, donc c'est en 3 semaines en fait. Oui, ça va faire un calendrier solide. Alors après, c'est vrai que sans manquer de respect, et puis il va falloir jouer les matchs très sérieusement au Paris FC et au Havre, mais c'est des équipes qui sont quand même peut-être plus abordables pour nous que les équipes que le Celta Vigo va affronter. On en parlait du Real Madrid et du Betis Séville. Donc nous, on aura peut-être un petit peu plus de facilité peut-être à faire tourner quelques joueurs, à s'adapter un petit peu plus, parce que on a des adversaires un peu plus abordables. Mais effectivement, par contre, quand on regarde le calendrier de mars dans sa globalité, on va démarrer très fort déjà par Marseille, puis par Lens en Coupe de France. En plus, un match à élimination directe. Ah oui. Donc là, c'est des matchs où on ne peut pas se rater, pas comme en championnat où derrière, on peut grappiller des points. Et puis on voit qu'on terminera par Monaco. Donc avec cette double confrontation contre Vigo au milieu et ce déplacement au Havre et cette réception du Paris FC également. Donc des matchs tous les 3 jours. Il va falloir qu'on récupère quelques joueurs blessés notamment, qu'on puisse avoir un petit peu plus de profondeur de banc, parce que ça va s'enchaîner très rapidement et ça ne va pas être un mois de mars facile. On s'y attendait déjà, mais on l'a désormais sous les yeux. On va regarder aussi le calendrier du Celta Vigo, parce qu'on en parlait un petit peu avec Mathieu Louis-Jean il y a quelques minutes. Mais regarde, le Real Madrid, l'OL, le Betis Séville, l'OL, pas évident non plus pour eux. Non, pas évident, surtout qu'on voit qu'en championnat, ils vont avoir 2 déplacements déjà, l'un pour commencer en allant du côté de Gérone. Il y aura ce déplacement du côté de Séville entre les 2 matchs, cette double confrontation contre l'OL. Et puis évidemment, juste avant de jouer l'OL, ils vont recevoir le Real Madrid. Donc ça ne va pas être un calendrier facile pour eux non plus. Alors eux, ils n'ont plus la coupe. Donc il y a un match en moins puisqu'ils ont été sortis de la coupe, que je ne dise pas de bêtises, en 16e de finale contre Albacete au tir au but. Donc ils n'ont plus la Coupe du Roi, mais en tout cas… Albacete, je crois que c'est l'équipe qui a sorti le Real aussi. Peut-être, alors j'ai pas noté, mais en tout cas c'est une 2e division espagnole. Il y en a un qui doit être bien au courant, et on vous en avait parlé en début d'émission. On vous avait dit qu'on suivrait le tirage au sort, on l'a suivi. On vous avait dit qu'il y aurait la conf de Paulo Fonseca, vous l'avez entendu. On vous avait parlé également de Mathieu Louis-Jean, qu'on aurait au téléphone, on l'a eu. Eh bien, on vous avait aussi dit qu'il y aurait un supporter du Celta Vigo, un supporter français du Celta Vigo qui serait avec nous dans l'émission. Eh bien, il est là. Salut Damien. Salut à tous. Ça va ? Je ne sais pas qui est là, mais bonjour à tous. Il y a Mickaël et moi-même. Damien, première question. Est-ce que tu es satisfait que le Celta Vigo affronte l'Olympique lyonnais ? Oui, bien sûr, parce qu'il y a deux choses. Parce que déjà c'est à moins d'1h30 de la maison, donc ça me permet d'aller les voir. Ah bah oui. T'habites où du coup ? T'habites dans la région ? Moi, j'habite Aix-les-Bains, à côté d'Aix-les-Bains. Ah bah effectivement, donc tu ne seras pas loin. Donc là, c'est royal. Moi, j'attendais que ça pour aller les voir au stade. Et surtout, je ne veux pas faire un jeu à Lyon, mais c'est quand même mieux de prendre Lyon qu'Aston Villa. Parce qu'Aston Villa, vu l'effectif et le classement qu'ils ont en première ligue, ça faisait quand même très très peur. En fait, finalement, on est tous contents parce que nous, on ne voulait pas prendre Lille parce qu'on n'avait pas envie de jouer une 4e et une 5e fois contre Lille cette saison. Et vous ne vouliez pas jouer contre Aston Villa. Mais bon, le problème, c'est que dans 3 semaines, il n'y en aura qu'un seul de nous deux qui sera content. C'est celui qui sera qualifié. Donc, c'est vraiment là où on verra si c'était bien ou pas au tirage. Damien, parle-nous un peu du Celta, s'il te plaît, parce que nous, on a regardé forcément le barrage hier parce qu'on se projetait un petit peu. On les a suivis, on voit 6e de Liga, ce qui est bien. Bon, éliminé en Coupe d'Espagne, en Coupe du Roi contre une équipe de D2, c'est moins bien. Mais parle-nous un peu du Celta, ses forces, ses faiblesses, vos points forts, vos points faibles, ce que vous espérez dans cette Ligue Europa. Après, il n'y a pas vraiment d'objectif. C'est que du plaisir, l'Europa League, parce que l'an dernier, ça a été une qualif qui a été acquise sur le sprint final. Il y a Claudio Reinaldes qui est en place depuis, je sais plus, depuis 3 ans, 2-3 ans, je sais plus exactement, qui a mis en place pas mal de choses.
et qui fait confiance aux jeunes, tout ça, et qui a mis en place un vrai projet de jeu, de la stabilité. Et donc, du coup, nous, on se régale parce qu'on arrive à s'identifier à l'équipe parce que c'est beaucoup de gars qu'on veut d'abord avec l'équipe B, tout ça. Et donc, on a beaucoup de Canterano sur le terrain. Jeu basé sur la possession, ça relance court, un peu comme si vous avez regardé hier, ça jouait du gardien avec les 3 centraux, toujours une espèce de 3-4-3, 3-5-2 avec 3 centraux, 2 pistons, et puis après, t'as toujours deux gars dans l'axe de pivoter, et en pointe, t'as un neuf et un gars qui va tourner un peu autour, quoi. Ouais. Et jeu de possession, beaucoup de. C'est vraiment de la possession, transition. C'est le cliché un peu de l'équipe espagnole, hein, ça joue par rapport à petite passe. Après, on a Borja Iglesias qui sert un peu de pivot devant, donc ça permet de temps en temps d'allonger. Mais voilà. Qui sont tes joueurs phares Alors, il y a la légende Iago Aspas. Ça, je sais que tout bon supporter du Celta ne jure que par Iago Aspas. Mais au-delà de ça, quels sont tes joueurs phares, tes joueurs solides depuis le début de la saison, Damien? En fait, Iago Aspas ne fait pas un super début de saison parce que. Parce qu'il est vieux déjà. Celta, ouais, après, en fait, il était pas trop dans le coup. Il n'arrivait pas à avoir ces gestes géniaux qu'il a eu les saisons précédentes. C'était plus Borja Iglesias qui a pris le lead et qui a enfilé les buts comme des perles en début de saison. Là, Iago Aspas revient bien par contre parce que doublé dimanche dernier. Bon, hier il marque pas, mais il marque Opa qui a fait une passe décisive à l'aller. Donc là, il revient bien. On a Borja Iglesias, donc important. Il y a après en défense Starfelt qui est bon et surtout Radu qui nous a permis de retrouver une vraie stabilité dans les cages. C'est surtout Borja Iglesias qui met les buts. Après, c'est Riraldes, c'est un coach qui fait quand même beaucoup tourner. Et donc, tu sais jamais à quoi t'attendre quand le 11 va sortir. Ok. Juste, là, on a les hommes forts. Quels seraient les points faibles du Celta? Où est-ce que nous, on va devoir appuyer, Damien? Dis-nous tout. C'est pas compliqué. T'as Marcos Alonso qui est un des 3 centraux, qui a une super expérience, mais qui a une charrette de l'espace. Et donc, la vitesse, lui, ça lui fait mal. Donc, moi, ça me fait peur parce que il y a des joueurs, il y a des mobilettes du côté de Lyon. Donc, c'est ça qui peut un peu pêcher parce que côté Marcos Alonso, il a une caravane et après, on a des pistons quand même assez rapides, mais c'est ça qui peut pêcher, quoi. Alors, malheureusement. Et aussi un pressing assez haut, quoi. Ok. Alors malheureusement, pour tout te dire, nous, quasiment tous nos joueurs d'espace et de profondeur sont blessés en ce moment. Mais on espère qu'ils reviendront justement pour profiter de ces manques et de ces erreurs d'Alonso. Mais bon, pour l'instant, on a Hendrick, ce qui est déjà très bien, que tu connais bien, puisque tu es un fan du championnat d'Espagne. Mais pour l'instant, Morera, Fofana, notamment, sont blessés. Donc on espère les retrouver au plus vite. Est-ce que tu as... Hendrick, l'an dernier, sur un des rares matchs qu'il joue, il avait marqué en Copa del Rey contre le Celta, il avait mis une sacrée frappe. La frappe de balle du gauche, je l'avais vu avant. Ouais, mais c'est magnifique ça. S'il pouvait nous faire la même chose cette année, Mais la dernière fois qu'il a affronté le Celta Vigo, il avait reçu un carton rouge alors qu'il n'était même pas en jeu. Sur le terrain. Le Celta Vigo qui avait battu le Real Madrid 2-0 avec 2 cartons rouges de 2 joueurs présents sur le terrain. Et Hendrick avait également été expulsé alors qu'il était sur le banc. Donc il n'a pas une bonne... chaotique ce match. J'imagine que pour toi, effectivement, ça a dû être magnifique. Juste une dernière question, parce que Damien, hier en regardant le match au Balaidos contre le PAOK, je voyais qu'il y avait des travaux. Ils ont rapproché les tribunes, c'est ça, du terrain, notamment les virages? Oui, en fait les travaux ils datent ils ont commencé il y a 10 ans je crois, parce que c'est la mairie qui gère, il y a des bisbilles entre la mairie et le président, donc ils ont fait 3 tribunes sur 4 et là il y a la dernière qui va être faite. En fait, c'est un vieux stade, ça a accueilli la Coupe du Monde en 82, donc il y avait une piste d'athlée avant, et donc ils rapprochent petit à petit les tribunes. D'accord, ok. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas une capacité maximale, forcément, puisqu'il y a cette tribune derrière un des 2 buts qui est en capacité très réduite, quoi.
Ça tourne à 20 000 l'affluence chaque match. Ok. Entre 19,5 et je crois hier, ils ont tapé le record avec autour des 21. Très bien. Bah écoute, on est complet, on en sait beaucoup plus maintenant sur le Celta Vigo. Merci beaucoup Damien et merci d'avoir pris le temps de nous répondre sur OL Play, la chaîne YouTube. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Et puis bah écoute, on te souhaite un bon voyage. On t'accueillera comme il se doit ici au Groupama Stadium. Par contre, tu ne nous en veux pas, mais on espère que tu repartiras moins heureux que nous après le match. Mais j'espère en tout cas, là, très sincèrement et sans plaisanter, qu'on vivra 2 beaux matchs de foot parce que normalement, il y a 2 belles équipes sur le papier et il y a tout pour se régaler, Mickaël. Et Damien nous l'a confirmé. A priori, le Celta, ça joue très bien. Et nous, on sait qu'on joue bien aussi quand même. On aime tous les deux avoir le ballon, on aime tous les deux bien jouer au foot. Oui, c'est vrai qu'il l'a dit, le Celta Vigo, c'est une équipe espagnole, ça joue typiquement espagnol, ça, la possession du ballon, des transitions. Voilà, c'est une belle équipe et j'étais en train de regarder un petit peu les forces en présence. C'est vrai qu'il l'a dit, il y a beaucoup de joueurs aussi qui sortent du centre de formation, qui sortent de l'équipe B là-bas. Il y a des joueurs qui sont même revenus. Je pense à Fer Lopez, qui est un jeune joueur de 21 ans, qui avait été vendu à Wolverhampton en Première Ligue pour 25 millions d'euros. Puis bon, il était un petit peu en manque de temps de jeu. Donc là, il vient de revenir cet hiver en prêt du côté de Vigo. Donc voilà, il y a beaucoup de joueurs. Carrera, le latéral gauche, enfin le piston gauche. Il y a beaucoup de joueurs qui sortent aussi du centre de formation. Donc c'est voilà, une petite comparaison avec nous. Où on a beaucoup de jeunes aussi en ce moment qui poussent au portillon. Des Rémi Imbert, Mathis de Carvalho, Calis Mera, etc. Donc voilà, ça va être une opposition très intéressante. Voilà, le seul objectif et la seule chose qu'on demande à notre équipe, évidemment, c'est de se qualifier pour les quarts de finale. Exactement, où on retrouverait le vainqueur de Genk contre Fribourg. On va d'ailleurs se remettre là, s'il vous plaît, le tableau final de la Ligue Europa pour vous montrer qu'on est donc sur la partie gauche, on est en bas à gauche. Si on élimine le Celta, on rencontrera en quart de finale le vainqueur de Genk contre Fribourg. Et si on a le bonheur d'aller en demi-finale, ce sera soit Ferencváros, soit Braga, soit le Panathinaikos, soit le Betis Séville. Tout ça pour vous dire que Porto, Stuttgart, Nottingham Forest, la Roma et Aston Villa sont tous dans l'autre moitié de terrain de tableau et qu'on ne pourra pas les rencontrer avant une éventuelle finale à Istanbul, là où on espère tous être. Mais calmons-nous, nous sommes qu'en 8e de finale pour l'instant. On va y aller progressivement. La bande-annonce de ce OL Celta Vigo et on se retrouve dans quelques secondes. Et puis après, on écoutera tout de suite la conférence de presse de Corentin Tolisso. C'est riche cette émission, c'est riche. La bande-annonce d'abord. Each time the people believe more in us. For this we have to learn, we have to fight all together and win the game. Jeudi 12 mars, retenez bien la date, on ira du côté de Balaidos, le stade du Celta Vigo, et le 19 mars, le match retour ici au Groupama Stadium où on espère que l'OL se qualifiera et qu'on fêtera la qualification pour les quarts de finale de la Ligue Europa. Je rappelle que les 3 dernières fois que l'OL a joué un quart de finale, Mickaël, un 8e de finale, que s'est-il passé ? On a gagné. On s'est qualifié pour les quarts de finale. C'était le cas l'année dernière quand on avait éliminé le FC SB, c'est-à-dire le Steaua Bucarest, l'ancien Steaua Bucarest. C'était le cas en 2022 quand on avait éliminé Porto et c'était le cas en 2020 quand on avait éliminé la Juve en Ligue des Champions. Donc on espère que cette fois-ci on éliminera le Celta Vigo. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup Mickaël pour tous tes nombreux éclairages et toute la préparation que tu as pu que tu as travaillé pour nous permettre de vivre cette émission. Merci à Clément Drozniak aussi qui t'a beaucoup aidé sur la prépa. Merci à Eric Lacroix, à Mila Matenet et à Alexis Kinigopoulos qui étaient en régie. Merci à Damien, le supporter du Celta Vigo qui est intervenu, à Mathieu Louis-Jean également et puis surtout à vous toutes et à vous tous. On se quitte avec la conférence de presse de Corentin Tolisso. Vous avez vu celle de Paulo Fonseca il y a quelques minutes. Place à celle de notre capitaine Corentin Tolisso. Ah, juste avant, pardon, j'ai oublié, c'est important.
tout à l'heure, parce que c'est vraiment très très bien, tout à l'heure, ce matin, le groupe de supporters des Lions 1950 est venu, merci, poser une très belle banderole. Avec vous à la guerre, continuez à nous rendre fiers. Je dis très belle parce que le message, c'est « Ok, on a perdu à Strasbourg, mais continuez à nous rendre fiers ». Ça veut dire que depuis le début de la saison, les supporters sont vraiment heureux de ce que montre le club, ce que montre l'équipe. Et ce n'est pas parce qu'il y a eu une défaite dimanche, évidemment, que tout va s'arrêter. Et les supporters voulaient montrer et passer ce message-là. Donc, on voulait vous le montrer aussi. Et les Lyonnais se sont entraînés ce matin avec cette banderole juste derrière l'un des 2 buts au GOLTC. Voilà, maintenant, vous savez tout. Et on va pouvoir écouter Corentin Tolisso lors de sa conférence de presse. Merci à tous de nous avoir suivis. Et je vous laisse avec Corentin Tolisso. Salut.